La tension est à son comble dans plusieurs localités du Cameroun depuis la dernière élection présidentielle. Fait majeur, la grève des camionneurs sur l'axe Meganga-Gaoundéré dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Il a fallu, après 4 jours de négociations sans consentement, que les forces de défense et de sécurité utilisent les moyens au catépillard pour pouvoir dégager la circulation. Comment comprendre cet échec des négociations entre le politique et la société civile camerounaise? Entre-temps, dans la région du Noun, c'est le salon du livre qui s'est ouvert cette semaine, tenu du 4 au 6 décembre 2025 avec le syndicat des communes du Noun. Comment valoriser davantage la lecture et quel rôle peut véritablement jouer le livre dans les collectivités territoriales décentralisées? Nous poserons cette question à notre invité qui n'est nul autre qu'un conseiller régional sortant et nous poserons bel et bien la question de savoir à quoi servent véritablement les conseils régionaux au Cameroun. Madame, Messieurs, merci de faire confiance à Naya TV et bienvenue à cet autre numéro de Sans Tabou. Emine Patricia Tomaino Damjoya, bonjour. Bonjour, Monsieur Bran. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes à la Maison de la Culture de Fumban. Merci pour ce cadre qui nous accueille. Et vous êtes donc maire dans cette localité depuis 2020. Vous êtes le président national de l'Union démocratique du Cameroun, arrivé 5e sur 12 à la dernière élection présidentielle tenue le 12 octobre 2025. Vous êtes aussi le président du syndicat des communes du Noun, conseiller régional sortant, porte-parole de l'UDC jusque-là. Alors, dites-nous d'entrée de jeu, quel est le regard que vous portez sur l'ensemble des tensions sociopolitiques qui animent la vie nationale au Cameroun depuis le dernier scrutin auquel vous avez pris part? Merci beaucoup d'être là aujourd'hui à la Maison de la Culture, Monsieur Brand. Nous sommes heureux de vous recevoir ainsi que tous les téléspectateurs, je ne sais pas, tous ceux qui vous suivent dans Naya, dans tous les réseaux. Voilà, c'est normal, nous sortons d'une élection présidentielle fortement contestée. Vous avez sûrement encore à l'esprit nos positions, la position de l'Union démocratique du Cameroun. J'étais candidate et je suis passée devant le Conseil constitutionnel pour demander l'annulation pure et simple du fait des dysfonctionnements, des fraudes généralisées. Et voilà, nous pensons que c'est normal et nous avons toujours dit qu'il fallait vraiment éviter les crises après les élections. Et tout cela se prépare à l'avance. Donc le Cameroun n'a rien fait pour ne pas se retrouver dans cet état. Et ce que je puis dire, c'est que en même temps c'est normal, en même temps on devrait, avec toute l'expérience que nous avons et surtout que nous savons ce qu'il faut faire pour éviter, il faut des concertations, il faut reviser le code électoral, il faut écouter les acteurs de la chaîne des élections, il faut des mesures de réconciliation nationale parce que la frustration est palpable. C'est dramatique ce qui se passe dans le pays et nous en sommes fortement préoccupés. Vous êtes préoccupé. Le dernier fait en date, je le disais à l'entame de cette émission, c'est l'axe Meganga-Gaoundéré, coupé pendant pratiquement 4 jours. Les citoyens qui vont et viennent de ce côté de la Damawa ont squatté sur place. Les pertes sont énormes et les forces de défense déployées dans la nuit de samedi à dimanche dernier avec des engins lourds pour pouvoir dégager la route. Quel est le regard que vous portez sur cette dernière situation? Vous savez, la contestation pour une démocrate, pour une républicaine, à sa place, elle est normale. C'est la révolution qui permet
au peuple, aux populations, de pouvoir retrouver leurs droits. On se rend compte que c'est une contestation politique, c'est un blocus qui est la suite des mots d'ordre qui ont été lancés après la contestation de cette élection dont je viens de parler. Dans le fond, il y a que les Camerounais ont le droit d'aller et venir. Donc, ça ne devrait pas constituer une limitation pour les populations qui sont dans le nord Cameroun de se retrouver dans le sud, parce que on aurait pu imaginer qu'il y a le train, on aurait pu imaginer qu'il y a des vols dans toutes les communes, des aéroports dans toutes les communes. On aurait pu imaginer qu'on peut avoir plusieurs autres routes, parce que dans le Cameroun, toutes les régions peuvent se rejoindre. On peut même imaginer d'aller passer par le Tchad pour arriver à Yaoundé, ou passer par le Nigeria pour arriver à Yaoundé. Mais malheureusement, tout cela, c'est vraiment révélateur encore de la précarité dans laquelle nous nous trouvons. Et ça fait pitié un peu, parce qu'on se rend compte que c'est si simple d'écouter, parce que c'est une manifestation. Le peuple, ces camionneurs ont besoin que les pouvoirs en place, entre guillemets, ceux qui dirigent le régime, le système, si vous voulez, qui se dit avoir les rênes du pays, les écouta. C'est tout simplement ça. Il faut, quand on est dans un pays et que on a la responsabilité d'être au pouvoir, d'être celui-là qui est vraiment aux institutions, il faut écouter les populations. Et alors on va se rendre compte que c'est normal, et il faut dialoguer, il faut trouver il faut trouver les solutions à ces problèmes qui deviennent de plus en plus préoccupants. C'est vraiment un échec. Et je le dis encore ici, c'est ridicule, parce que passer par la force, passer par les forces de maintien de l'ordre pour dégager la route. En même temps, les populations, parce qu'il n'y a pas de route, ont besoin de cette route, mais en même temps, qui va payer les frais? C'est des Camerounais qui sont des opérateurs qui ont mis leurs biens à la disposition de l'État, qui est incapable de pouvoir fournir cette prestation aux Camerounais. Et donc, c'est tellement clair que dans notre pays, on a besoin de s'asseoir avec ces acteurs-là, parce que ces acteurs ont un mot à dire dans la gouvernance. C'est ce qu'on appelle la gouvernance participative. Mais malheureusement, dans notre pays, on a remarqué que ceux qui s'accrochent au pouvoir, ceux qui, comme je l'ai dit, se maintiennent au pouvoir par la fraude, parce que ce qui est sûr, nous on a contesté ces élections parce que c'était fraudé. La légalité pour nous nous oblige, nous tient, parce que nous sommes des républicains, mais on sait qu'il y a un problème de légitimité. Et quand il y a un problème de légitimité, pour pouvoir avancer, pour construire ensemble, parce que ils ne pourront pas avancer. On a beaucoup de retard au Cameroun. Alors, on se dit vraiment, il est temps d'arrêter et de travailler ensemble. Alors, ce conflit dans la Damawa est né d'une altercation entre un chauffeur, un transporteur par camion, et un élément de la gendarmerie nationale qui lui aurait administré une gifle selon les dits, et la situation a dégénéré. À ce niveau, vous dites quoi? Vous dites que les camionneurs auraient dû agir autrement que de bloquer la circulation aux autres citoyens? Vous savez, je maintiens que c'est toujours une conséquence de la frustration des Camerounais qui a pour origine la dernière élection présidentielle. Sinon, je pense que il y a eu tellement
de situations de violation des droits des transporteurs dans ce pays, que ce n'est pas la gifle dont vous parlez qui aurait pu amener une telle réaction. On se serait attendu et j'espère que tous les secteurs de la vie vont pouvoir manifester. À l'hôpital, on arriverait et on ne pourra pas être soigné parce que, justement, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'accueil en urgence dans nos hôpitaux. Je viens d'apprendre qu'il y a encore une femme qui est morte des suites de couches. Et c'est tous les jours. On se demande quel est le problème. Il y aurait au niveau de nos établissements scolaires ou des collèges à l'université, des journées sans enseignement parce que les professeurs en ont marre des conditions dans lesquelles ils doivent enseigner. Donc, en fait, c'est normal. Avec votre permission, Patricia Tomaino, si tous les secteurs manifestent leur ras-le-bol avec des revendications qui sont légitimes et que, au niveau du gouvernement, on amène les forces de défense à vous contraindre, comme ça a été le cas avec les camionneurs, à vaquer à vos occupations, même malgré vous. Est-ce qu'à ce moment, la situation ne peut pas dégénérer? Bien sûr qu'il y aura un blocage. La situation ne va pas plus dégénérer que celle que nous avons connue après l'élection présidentielle. Il y a eu des morts, monsieur Brand. On ne peut pas être au pire des cas que ce cas de contestation. Pour moi, c'est le plus important. Il y a eu, on dénombre près d'une quarantaine de morts. Il y a plusieurs centaines de Camerounais qui sont aujourd'hui dans nos prisons. On ne sait pas dans quelles conditions ces personnes vivent aujourd'hui, puisqu'elles ont été arrêtées de façon souvent publique, d'autres façons pas du tout officielle, et on sait quand même que elles ont disparu et qu'elles se retrouvent quelque part. C'est plus grave. La situation est déjà assez grave, Monsieur Brand. Et vous encouragez les différentes corporations à revendiquer? Bien sûr. Pour nous, c'est normal. Si on doit manifester son ras-le-bol, je vous l'ai dit dès l'entame, la révolution, elle est normale quand le contrat social est violé. Et le contrat social est violé quand ceux qui sont censés représenter le peuple ne répondent plus aux aspirations du peuple. Donc à ce moment-là, rien ne peut marcher. Et on peut avoir cette contestation-là de façon de revendication, comme vous le citez avec les camionneurs, mais ça peut avoir d'autres... Ça peut avoir d'autres conséquences dans le sens où rien ne va marcher. La politique même de ceux qui ont forcé, ont arraché le pouvoir, se sont maintenus par force au pouvoir, ne vont pas amener les Camerounais à travailler avec eux, à adhérer à leur politique, et on va se retrouver comme nous le savons déjà dans une situation en deçà de ce que nous connaissons déjà. En tout cas, on va s'éloigner du développement, on va s'éloigner de l'émergence. Et c'est ce que nous vivons depuis plus de 40 ans dans notre pays, malheureusement. Anissé Kane, le président national du Manidem, est mort le 1er décembre 2025 en garde à vue judiciaire au secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale. Vous avez dans une lettre demandé à ce que toute la lumière soit faite sur les contours de sa disparition. Pour quelle finalité? L'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, appelle toujours le gouvernement à mettre de l'ordre, à respecter les droits, à faire ci et ça. Finalement, vous n'êtes pas entendu. Quelle est la finalité pour le cas d'Anissé Kane de demander que la lumière soit faite alors que la lumière n'est jamais faite sur ce que vous avez demandé antérieurement? Au moins, nous le demandons. Je ne pense pas que ce soit tous les partis politiques qui le fassent. En tout cas, nous agissons sans... c'est pas important pour nous de savoir ce que les autres
les autres font pendant ce temps. Mais c'est une situation grave que nous avons vécue, M. Brand. En démocratie, dans une république, qu'un politique meurt en détention, c'est extrêmement, c'est la pire des situations qu'un pays, comme je l'ai dit, fut-il tortionnaire, peut connaître. Parce que c'est inadmissible, c'est une révélation d'un déni de respect des libertés fondamentales, comme je l'ai toujours dit. Vous savez, le credo de la nouvelle ère, c'était d'abord la restauration de nos libertés, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient confisquées. Voilà un exemple vraiment patent de cette confiscation de liberté à outrance, au prix d'une vie. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Nous en appelons à ce que le gouvernement, non seulement vraiment nous dise de quoi est mort notre confrère, parce que ça peut arriver à tout le monde, à tous les politiques. Et donc, non seulement cela, nous pensons que il est temps que l'État libère tous les autres prisonniers, parce qu'il n'était pas le seul. On en a appelé à cette libération depuis le début. On n'est pas entendu, mais nous ne sommes pas les seuls. Je pense que la communauté internationale, l'Union européenne et tous les autres politiques, les avocats, les proches de M. Ekane ont demandé depuis de pouvoir leur rendre leurs proches, parce que sa santé était en plus fragile. Donc, en même temps, on se rend compte que ça a été un refus d'un droit à la santé, mais en même temps, on ne sait pas ce qui l'a précipité à mourir. Nous tous, nous allons mourir, nous sommes des croyants, mais que cela se passe dans ces conditions, c'est tout simplement inadmissible. Quelle est votre réaction? Vous savez, ma réaction, c'est que il faut que les politiques vraiment comprennent ce qu'ils ont déjà compris, mais prennent encore la mesure de ce qui s'est passé pour en découdre avec cette façon de faire de ce régime. À l'Union démocratique du Cameroun, nous n'entendons pas nous arrêter à cette lettre. Déjà pour nous, il est question de rendre hommage symboliquement à cette figure. Peut-être pas à la personne, mais aux valeurs que cette personne aura défendues, les valeurs pour lesquelles cette personne, qui peut être un lambda politique, n'importe quel citoyen camerounais, leader camerounais, quand on pense à ceux qui sont emprisonnés aujourd'hui, ceux qui ont perdu leur vie, alors il est vraiment pour les politiciens du Cameroun de prendre un temps, de s'arrêter pour dénoncer. Il faut qu'on le fasse de façon vraiment, j'aurais dire engagée, parce que comme je le dis, quand le journaliste a été assassiné, je me suis demandé, mais mon Dieu, comment est-ce que les médias peuvent laisser que M. Zogo, un confrère, soit assassiné de cette façon, et que les enquêtes ne mènent à rien, et que les journalistes ne manifestent pas. Parce que la manifestation, je le soutiens, en République, pour un démocrate, c'est normal. Vous n'avez pas peur d'être condamné, d'être interpellé pour appel à la rébellion, insurrection et bien d'autres, en demandant aux différentes corporations de manifester? Ça dépend de ce que vous appelez manifestation. L'Union démocratique du Cameroun ne va pas aller pour peut-être s'en prendre à des biens personnels ou bien même des biens de l'État pour les détruire ou bien pour mettre le feu. Quand on appelle manifestation, ça peut être... moi, je vois déjà, je vois un recueillement. Déjà, tout simplement. C'est-à-dire, on peut se retrouver entre politiciens pour échanger, pour
rendre hommage, un hommage à un de nos confrères qui est parti dans des conditions horribles. Et ça peut être des prières, ça peut être des méditations, c'est déjà ça. Et maintenant, il faut dire ce qu'on pense. Chacun peut prendre la parole et puis la méditation, les prières peuvent libérer le Cameroun, Madame Damloya. Marche blanche. Vous voyez dans tout le monde entier, quand on parle de marche blanche, c'est une colère, c'est une expression. Il faut bien qu'on en arrive au Cameroun à accepter qu'il y ait des personnes qui prennent la rue pour dire à tout le monde leur mécontentement et leur protestation par rapport... et donc, on n'a pas peur, Monsieur Brand. Dans un pays où, depuis plus de 60 ans, on a bien compris que ceux qui sont au pouvoir ont pour méthode qui soit normale de toujours faire peur aux populations. Vous savez, quand je suis sortie de cette élection, mon projet était de redescendre vers les populations camerounaises pour qu'elles comprennent que la politique, c'est pas les mains sales. La politique, c'est pas la sorcellerie. La politique, c'est pas méchant, c'est pas la corruption, c'est pas pour les riches. Parce que j'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait un problème entre les Camerounais et la politique. Et cela est dû au fait de ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'ils ont complètement dénaturé cette valeur. Ils ont dénaturé cet art de s'organiser qui appelle à la solidarité entre les personnes, à l'adhésion. Donc, je pense que nous n'allons pas reculer et que nous avons le devoir, parce que si les Camerounais ne comprennent pas qu'elles doivent adhérer et qu'elles doivent vraiment être partie prenante en politique, en art de gérer la cité, on ne va jamais évoluer. On ne sera jamais développé. En méditant, en priant. Oui, monsieur, c'est le fondamental. Merci beaucoup. Vous comprenez? Parce que quand il faut avoir une sérénité, il faut croire, il faut être engagé et il faut savoir que on n'est pas là pour être comme des marionnettes, pour justement bouger, parce que aujourd'hui on a un monsieur qui est au gouvernement qui a atterri là parce que ayant été nommé, on ne sait pas quels sont les critères qui ont prédisposé à sa nomination. Il va se lever et prendre le micro pour donner des instructions aux Camerounais. Le Cameroun existe depuis plusieurs années. Au moins, il est indépendant depuis plus d'une soixantaine d'années et le Cameroun appartient à tous les Camerounais, monsieur. Prier, méditer, échanger, c'est la base du respect mutuel. Nous voulons un Cameroun qui se respecte. Je vous regarde dans les yeux. J'aimerais que ceux qui sont au pouvoir puissent ne pas utiliser les moyens qu'ils ont pour faire peur aux Camerounais, mais qu'ils aient le courage de descendre, parler aux Camerounais, écouter ce que les Camerounais leur disent. C'est ça, avoir la pleine conscience d'être au pouvoir. Il faut qu'ils se maîtrisent et il faut qu'ils montre aux Camerounais qu'ils contrôlent la situation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les méthodes sont celles de ceux qui sont en panique complètement. En panique, vous le dites, lors de sa dernière sortie, le ministre de l'administration territoriale concernant Anissé Kané a déclaré qu'il est mort. Oui, il respecte le repos de son âme, il le souhaite, mais il a déclaré qu'Anissé Kané a toujours été du mauvais côté de l'histoire et il ne saurait en rien être un héros national ou un martyr. Très brièvement, votre réaction? Qui est-il, ce monsieur? Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Qui est-il? Il est le ministre. Qui est-il, monsieur Brand? C'est votre tutelle. Qui est-il? Votre tutelle. Vous voyez que je ris. Si j'en ris, c'est clair. Qui est-il? C'est tout ce que vous avez à dire. Moi, je respecte tous les êtres humains, qu'ils soient un politique, qu'ils soient vous, monsieur, qui faites que les populations sont informées de ce que les politiques pensent. Le cultivateur, l'instituteur, l'infirmière, je respecte tout le monde, vous comprenez? Et
voilà, j'aimerais qu'à tous les niveaux, qu'on soit qui que ce soit, qu'on sache que nous tous ne sommes que des êtres humains et que un jour ou un autre, nous allons tous quitter ce monde et c'est important de le comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut savoir rester humble. Il faut être un être humain tout simplement qui apprend à respecter ce que c'est qu'un être humain. À l'observation des événements actuels, comment on sort de cette tension avec un gouvernement qui visiblement n'écoute personne? On ne va jamais en sortir, et c'est clair. Et vous dites qu'on est condamné à la perdition? Non, pas du tout. Vous savez... Comment on sort de là? Quand vous êtes rentré dans cette salle de la Maison de la Culture, Monsieur Brown qui va en ressortir sera déjà différent. Qu'on le veuille ou non, c'est la loi de l'impermanence, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit de se voiler la face en pensant qu'on maîtrise la situation alors qu'on ne la maîtrise pas du tout. Moi, vous pensez que le gouvernement ne maîtrise pas la situation? Je sais que quand on est acteur, partie prenante, et surtout si on est du côté de ceux qui ont tous les pouvoirs et qui ont la grande responsabilité, la chance, si vous voulez, d'être à la tête d'un pays aussi magnifique, à la tête de la gouvernance des hommes et des femmes aussi intelligents, et qu'on passe à côté de la mission de les rendre heureux, de pouvoir leur offrir des orientations au regard du contexte mondial et au regard de la particularité du Cameroun, et surtout au regard de l'expérience de ce qui se passe autour de nous en Afrique, puisqu'on n'est pas dans une île. Alors je me dis, quel gâchis. Comment on sort de là? On sort de là, tout naturellement, et on est en train de sortir de là. Il y a des contestations. Le Cameroun, au sortir de l'élection présidentielle, a une image que le monde lui a collé dessus. C'est tellement flagrant, c'est tellement évident qu'on est en train de sortir de là. La réaction des Camerounais, est-ce que vous êtes rendu compte que l'élection présidentielle de 2025 était tout à fait différente de celle de 2020? 7 ans, c'est de 2018, si on parle des présidentielles. 7 ans, c'est rien par rapport à donc vous dites aux Camerounais qu'attendre 7 ans de plus, c'est pas tuant? Ça ne va peut-être jamais arriver 7 ans encore d'attendre, mais on peut, même s'il faut attendre cette autre année, même s'il faut attendre 200 ans, monsieur, on va y arriver. Et la courbe, elle est en progression. Et on ne sait jamais, comme j'ai dit, on est des êtres humains. On va tout simplement savoir qu'il y a des fois, on a cru qu'on maîtrise la situation, mais on voit très bien que ceux qui sont au régime ne la maîtrisent plus du tout. Ça, c'est déjà important de le marteler. Merci. J'évoquais tout à l'heure vos nombreuses sorties pour demander au gouvernement de prendre telle disposition. L'une de vos dernières sorties, c'est l'appel du président de la République à ne pas programmer l'élection des conseils régionaux avant la tenue des législatives et municipales, parce que ces derniers conseils municipaux et députés tendent à la fin de leur mandat déjà prorogé. Vous n'avez toujours pas écouté. Cependant, vous êtes allé, contrairement à d'autres partis politiques qui ont boycotté ces élections régionales, vous êtes allé à cette élection du 30 novembre 2025. L'Union démocratique du Cameroun conserve 17 sièges de conseils régionaux dans le département du Noun, votre département sur 90. Au niveau national, Emine Patricia Tomaino Damjoya, conseiller régional sortant, n'a plus porté sa candidature pour rester en place.
Pourquoi vous n'avez pas postulé de nouveau? Vous avez vraiment posé beaucoup de questions. Je dois vous dire que nous avions, dès que le corps électoral a été convoqué, je pense que c'était le 1er septembre dernier 2025, en pleine élection présidentielle, puisque nous étions déjà convoqués pour l'élection présidentielle. C'était une question, avec votre permission, c'est un rappel des faits pour situer nos téléspectateurs dans le contexte. Avec votre permission, on va un peu évoluer puisque vous vous êtes suffisamment attardé sur, vous avez suffisamment communiqué sur la nécessité de ne pas aller à cette élection avant les législatives et municipales. Voilà, donc évidemment. Vous dites qu'il y a des partis politiques qui ont boycotté les régionales. Est-ce que ces partis politiques, comme l'Union démocratique du Cameroun, dès la convocation de ce corps, avaient informé l'opinion publique comme l'UDC de leur désaccord? Je ne pense pas, parce que nous étions les seuls à décrier la situation. Donc, nous, on est constants, Monsieur Brandt. Oui, vous êtes quand même allé aux élections. Nous sommes allés aux élections parce que le Cameroun n'appartient pas à cela et à tous les niveaux où nous serons, nous allons faire respecter les institutions du pays. Nous y étions. Ce n'est pas qui veut qui y va à ces élections régionales. Il faut avoir des conseillers municipaux. Malheureusement, nous disions que on devrait pouvoir ramener cette élection au niveau même du suffrage universel direct. Ça, c'est l'une de nos préoccupations. L'autre préoccupation, c'est que le décret qui fixe le nombre de conseillers régionaux ne tient pas compte des données démographiques. Et pour le développement local, la planification est déjà toute faussée. Donc, nous, on y va. Si l'Union démocratique du Cameroun n'était pas au Conseil régional de l'Ouest, nous étions d'ailleurs le seul parti politique de l'opposition à siéger dans un Conseil régional de la mandature passée. Et vous avez vu le bilan de l'Union démocratique du Cameroun. Vous avez vu ce que nous avons apporté dessus. Alors, je dois vous dire que c'est pour vraiment toujours être là, pour rappeler aux Camerounais qu'il y a des règles que ceux qui nous dirigent violent. Si nous ne sommes pas là, personne ne va le faire. Et c'est pas eux qui nous donnent ces sièges-là. Si nous n'y allons pas, les autres, nos adversaires, on va leur dérouler le tapis rouge. Ça, c'est d'un. Et c'est pour ça que nous y sommes. Je ne suis pas repartie parce que je n'ai pas besoin. Nous étions pionniers. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent aller et qui, juste parce que nous sommes organisés à l'Union démocratique du Cameroun. Donc, que ce soit tel autre militant, c'est une équipe. Donc, vous avez laissé la place aux autres. La place ne m'appartient pas. Aucune place n'appartient à qui que ce soit à l'Union démocratique du Cameroun. Nous sommes une équipe et quand il y a des élections, en fonction de nos politiques, en fonction des stratégies, on s'organise et qu'on soit là ou pas là, on reste des personnes ressources. Est-ce que vos anciens collègues d'en face, je parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ne s'avouent pas un peu le fait que vous ne soyez plus conseiller régional, vous étiez porte-parole de l'UDC, à ce conseil, vous avez suffisamment critiqué. Je crois que c'est à eux qu'il faut aller poser la question, c'est pas à moi. Pourquoi voulez-vous que je rentre dans leur cœur? Alors, je ne peux pas savoir... et je suis vraiment curieux de savoir, cette question, elle est curieuse. Pourquoi est-ce qu'il... C'est l'union des... Moi, je vous ai dit, nous... Est-ce que celui qui vous remplace aura la même pugnacité pour critiquer, pour dénoncer l'état du Conseil régional? Nous sommes une équipe. Oui. Nous avons un projet de société. C'est pas la volonté de qui ou de tel ou tel autre. C'est une équipe qui a un plan d'action qui est concerté. Le parti prime sur l'individu, sur la personne. Bien sûr. Je pense que c'est ce qu'il faut pour toutes les institutions. On est une administration, Monsieur Brandt. Merci beaucoup. Dernière question liée à ces élections régionales. Qu'est-ce que vous gardez de votre passage au Conseil régional de l'Ouest? Vous avez fait la mandature 2020-2025. Question autrement, à quoi sert véritablement dans le contexte actuel le Conseil régional? Vous savez,
le conseil régional et une autre branche comme la commune qui sous-tendent le développement local, de la décentralisation qui est vraiment prônée par la loi fondamentale depuis 1996, qui est une revendication des populations lors de la tripartite, lors du grand dialogue national qui est revenu en 2018. Il y a eu une commission de la décentralisation dans laquelle il était fortement question de faire en sorte que ce soit une effectivité. Nous avons dénoncé, et c'est ce à quoi nous servons, la lenteur, parce que si vous n'êtes pas là-dedans, vous ne pouvez pas savoir à quel niveau. Il n'y a pas vraiment cette volonté. On prend beaucoup de temps à sortir les décrets d'application de la loi du Code général des collectivités de la décentralisation, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de violations même des valeurs de la gouvernance participative, et on ne s'étonne pas de ce que vraiment nos terroirs ne se développent pas, alors que il y a des problèmes. Et je vous ai dit, il y a cette histoire de l'autre pan des catégories de représentants au niveau du conseil régional, commandement traditionnel. À l'Union démocratique du Cameroun, nous pensons que l'expression commandement ne s'y est plus parce qu'elle est vraiment d'origine coloniale. Les autorités traditionnelles assis dans un même conseil régional ne peuvent pas s'exprimer normalement parce que tout simplement le décret de 77, comme nous le disons toujours, est tellement dépassé. Il n'y avait pas de multipartisme en 77, il n'y avait pas de décentralisation en 17. J'ai constaté que les chefs traditionnels ne s'exprimaient pas librement au sein des conseils, pourtant ils ont des avis conformes importants à partager, et c'est la raison pour laquelle j'étais en commission de loi constitutionnelle en 2019 quand je demandais au gouvernement de faire en sorte que ce soit dans toutes les régions du Cameroun où qu'on institue la chambre des chefs traditionnels. Par exemple, c'est autant de faits qui retardent la décentralisation. Vous voyez, mettre la charrue avant les bœufs. Le Sénat a été créé en 2013, alors que le premier conseil régional n'intervient qu'en 2020, alors que les sénateurs sont censés représenter les collectivités territoriales au niveau du Sénat. Vous voyez que vraiment ce régime, il faut comprendre que même le trop-plein du parti au pouvoir aujourd'hui, quand on voit qu'ils reprennent encore tous les conseils régionaux, tous les conseils régionaux dans la grande majorité, on se rend compte que leur objectif, c'est d'avoir le pouvoir. C'est pas de développer le pays, parce que sinon, on aurait vraiment compris qu'il faut que les conseillers municipaux de la QV de 2026 puissent se reconnaître dans les conseillers régionaux qui vont être avec eux, mais ça ne sera pas le cas. Donc, pour des intérêts égoïstes et partisans, on se rend compte que c'est la même musique, les mêmes causes, si vous voulez, vont émettre les mêmes effets. Rien ne va changer, mais nous, on est là pour que tout le monde comprenne vraiment l'incapacité de ce régime s'il n'y a pas un sursaut, comme nous le disons, un sursaut républicain pour revenir vraiment pour une réconciliation nationale, demander pardon, faire en sorte, puisque tout le monde sait comment les élections se sont passées, même les régionales comme l'élection présidentielle, libérer tous ceux qui ont été emprisonnés, parce que ce n'est pas normal du tout. Un pays doit respecter les contestations, et donc faire que les Camerounais comprennent à travers la révision de la Constitution, la révision du code électoral, et qu'on puisse se rendre compte qu'ils ont compris que pour qu'on les accepte, il faut quand même
il faut un sursaut, comme je dis. Et s'ils n'en sont pas capables, eh bien, c'est tout simplement un gâchis. Mais en tout cas, politique, le décès de M. Ekane a vraiment sonné le glas et révèle la bassesse, si vous voulez, d'un régime. Et on voit à travers les réactions du monde où ils ont amené le Cameroun, et c'est tout simplement dommage, M. Brown. C'est dommage, et nous allons poursuivre cette émission dans un instant. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Merci de faire confiance à Naya TV, merci de regarder Sans Tabou. Notre invité est le président du syndicat des communes du Noun. Nous sommes à la maison de la culture de Foumban qui a servi de cadre du 4 au 6 décembre 2025 à la première édition du Salon du Livre, organisé donc par l'ensemble des maires, notamment ceux de l'Union démocratique du Cameroun, pour pouvoir faire savoir au grand public l'utilité du livre. Emine Patricia Thomas-Inondam-Joya est donc avec nous. Elle est également écrivain puisqu'elle s'intéresse beaucoup à la littérature. Mais Madame le président du syndicat des communes du Noun, je l'ai dit, il y a eu cette première édition du Salon du Livre. Quels étaient les objectifs de ce salon? Le thème était le livre, notre héritage commun. Apprendre à lire, à écrire, c'est basique. Et nous étions tous heureux de pouvoir organiser ce premier salon dans le cadre des activités qui, depuis plus de 18 ans aujourd'hui, ont cours dans le Noun, organisé par le syndicat des communes du Noun, qui est un syndicat pionnier également dans le Cameroun, un peu si vous voulez. C'est, je pense, l'un des premiers syndicats qui a vu le jour en 2009. Le président Damjoya a été président du syndicat des communes du Noun, et donc nous travaillons pour développer nos patrimoines locaux dans les missions économiques, environnementales, sociales, sanitaires, éducatives, infrastructurelles. Le livre est important avec le téléphone, avec les réseaux sociaux. Les enfants, les jeunes ne lisent plus, les parents aussi ne lisent plus. De toute façon, on s'est rendu compte que si les jeunes ne lisent plus, c'est parce que les moins jeunes ne lisent plus. Si les enfants ne lisent plus, c'est parce que les parents ne lisent pas. Pourtant, le livre apprend à être ouvert, à découvrir. Moi, j'ai appris à connaître le monde sans voyager à travers les livres parce que je lisais. Nous étions heureux d'accueillir notre keynote speaker, Madame Amal Jaili Amadou, qui est prix concours des lycéens.
tous les lycéens que nous avons invités étaient si heureux de l'écouter, de la voir. Et vraiment, c'est une personnalité exceptionnelle de par son expérience et de par l'histoire qu'elle véhicule à travers tous les livres qu'elle a écrits, qui est si proche de tout ce que nous vivons ici dans le Noun. Donc c'était des activités, des ateliers de dessin. Il y a des talents qui se sont découverts. Avant cela, nous étions à notre 4e édition du prix d'excellence Dr Adamou Ndamjoya, qui prime chaque année les majors au CEP, entrée en 6e, CAP, brevet, probatoire, baccalauréat, master. On prime les lauréats, ceux qui ont 17 de moyens. Et donc voilà, on en prime ceux qui ont des mentions bien aussi, mais on est là pour que tous nos jeunes comprennent que dans la vie, c'est la méritocratie qu'il faut primer. Vous savez, le docteur Adamou Ndamjoya, c'était celui-là qui nous a inculqué que l'éducation était le meilleur des investissements. Et donc, le livre vient parce que c'est tout à fait normal dans tout ce cadre-là, pour que nos écoles, pour le moment, nous voulons que les jeunes fréquentent les bibliothèques. Mais pour que les jeunes fréquentent les bibliothèques, il faut bien qu'il y ait des livres qui puissent les attirer. Donc, les éditeurs étaient au rendez-vous, les auteurs étaient au rendez-vous. Nous souhaitons que nos écoles primaires, nos lycées aient des bibliothèques. Et pour cela, il faut vraiment un travail de fond. Dans chacune de nos communes, on aimerait qu'il y ait des centres de recherche, et déjà autour de ces bibliothèques communales-là. C'était une activité vraiment intense, et au regard de ce que nous avons vu pour un premier salon du livre, les autres augurent vraiment des lendemains exceptionnels pour la lecture. Dans le cadre du syndicat du Noun. Et c'est un appel au-delà du syndicat, à tous les Camerounais, à toutes les communes aussi, de pouvoir. Nous avons participé pendant 2 éditions du Salon international de l'industrie du livre de Yaoundé. Et d'ailleurs, le directeur de ce salon est celui qui est venu pour la leçon inaugurale, et il a vraiment prêché encore pour que tout le monde comprenne l'importance de la lecture. Moi, j'ai participé à plusieurs salons. J'étais en Italie, j'étais en France aussi, et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait vraiment organiser un salon ici dans le Nord. Alors, ce salon est-il adapté aux réalités numériques d'aujourd'hui? Beaucoup préfèrent scroller sur leur téléphone, parcourir des pages sur leur tablette ou sur leur ordinateur, contrairement à hier où on aimait bien ce parfum, cette odeur de l'encre, de la paperasse, de l'imprimerie qui semble révolue. Le salon du livre aujourd'hui, en quoi est-ce qu'il contribue à l'épanouissement des collectivités territoriales décentralisées? L'un n'empêche pas nécessairement l'autre. Vous savez qu'il y a l'audio-livre. S'il n'y a pas de livre, on ne peut pas avoir... on peut pas avoir cette nouvelle façon de lire à travers les téléphones. Donc on allie les deux, mais je pense que nous, ce que nous voulons justement à travers le salon du livre, c'est de faire en sorte que nos jeunes puissent comprendre que en dehors de leur téléphone, parce qu'ils ne lisent pas toujours au téléphone, ils regardent des applications, des TikTok ou bien d'autres applications qui les éloignent de la lecture. Il y a des livres, et le livre reste incontournable. C'est ce que nous avons remarqué, parce que il est là, il est physique, et il appelle à une concentration aussi, et à une espèce d'imprégnation qui requiert un environnement
comme une bibliothèque. C'est pour ça qu'il faut aller à la bibliothèque parce que on peut imaginer aussi qu'on a des livres à la maison. C'est bien, mais c'est toujours important de comprendre qu'il faut aller dans un espace, surtout pour les étudiants, où on peut avoir une tranquillité, faire des recherches. Et c'est un peu ça que nous souhaitons impulser qu'au lycée, que dans nos écoles, qu'il y ait des espaces où les jeunes peuvent déjà, parce que c'est une question d'avoir déjà à disposition le livre. Dans nos familles, peut-être, il n'y en a pas. Le livre est cher, c'est ce que nous avons remarqué. Et donc, nous travaillons aussi pour la promotion du livre, d'où la promotion des éditions camerounaises. On s'est rendu compte que un livre qui... Le SMIC aujourd'hui qui est à moins de 50 000 francs. Quand il faut acheter un livre à 11 000 francs, c'est impossible pour un chef de famille de débourser autant de revenus pour acheter un livre. C'est pour ça que les bibliothèques sont là pour que ce ne soit pas une raison pour qu'un enfant ne dise pas qu'il n'a pas de livre à la maison. Donc, on est là pour faciliter. Et voilà. Donc, votre question, c'était est-ce que ça a une entorse avec la digitalisation? En même temps, on ne peut pas fermer les yeux sur la mutation aujourd'hui du contexte qui va vers la digitalisation, mais il faut garder les fondamentaux. Et nous, on est là pour que tout le monde comprenne que il y a les téléphones aujourd'hui, mais il faut savoir que l'univers du livre a toujours sa place dans la construction de notre personnalité, et celle surtout des enfants. Il faut que les enfants, parce que c'est un exercice, c'est à travers le livre qu'on fait moins de fautes. On a fait des dictées, c'était un exercice auquel tout le monde a pu s'exercer, et on s'est bien rendu compte que quand on lit, on fait moins de fautes et on est, comme je l'ai dit, plongé dans un univers qui nous fait voir d'autres horizons et nous épanouir. Dans ce processus donc de facilitation à la lecture, au contact avec le livre et bien d'autres encore, il y a que ça a un coût. Vous avez évoqué le niveau de vie du Camerounais moyen aujourd'hui, et donc en réalité, bibliothèque municipale, salon du livre et bien d'autres encore nécessitent d'énormes moyens. Est-ce que les communes aujourd'hui ont pour priorité la lecture, la littérature, le livre et bien d'autres encore? Est-ce que les communes aujourd'hui ont suffisamment de moyens pour se doter de tous ces espaces qui facilitent l'accès aux livres? Bien sûr. C'est l'essence même des missions des collectivités territoriales décentralisées, promouvoir le développement local à travers l'éducation. Et quand on parle d'éducation, justement, c'est le développement personnel qui passe par la connaissance, le savoir, comme on dit, et le savoir s'acquiert à travers les livres, à travers la lecture, l'écriture, les enseignements, la formation, l'éducation, et toutes ces valeurs sont transmises à travers l'ouverture, comme je l'ai dit. C'est pour ça que on ne peut pas dire que les communes n'ont pas les moyens pour ce service essentiel. L'éducation, c'est un service essentiel. Plusieurs auraient préféré les routes, les hôpitaux et peut-être les livres après. Nous allons vers le concept d'école intelligente, où dans toutes nos écoles, il faudrait qu'il y ait une bibliothèque, un espace récréatif de loisirs pour les enfants avec des jardins, des espaces verts où ils peuvent s'asseoir pour prendre un sandwich, un ordinateur au moins où ils doivent apprendre à connaître le monde digital et pour nous, de plus en plus une cantine à l'école, parce que avoir une cantine à l'école, c'est tout à fait essentiel. Il faut qu'on y arrive. Sinon, nos enfants, comme on l'a dit, l'éducation, c'est le meilleur investissement. On ne donne pas à nos enfants. Alors, demain,
le Cameroun ne pourra pas avoir des citoyens éduqués pour prendre la relève et pour faire du Cameroun ce pays prospère dont on a besoin. C'est pour ça que les communes, c'est l'une des missions prioritaires. Oui, on aimerait avoir des routes, on aimerait avoir un plateau technique, on aimerait avoir des bus publics, on aimerait avoir des logements décents, on aimerait avoir... il n'y a pas de question de priorité parce que c'est des services essentiels. Ça fait partie d'un package sans lesquels l'existence même des services publics de l'État ne s'expliquerait pas. C'est pour ça qu'on est organisé. C'est ce pourquoi on travaille. On sort tous les matins pour aller travailler, pour contribuer à l'économie nationale et pour contribuer à la production des richesses du pays, pour justement avoir un retour d'épanouissement et qui passe par une bibliothèque à la maison, pouvoir s'offrir d'acheter un livre pour s'asseoir, une bande dessinée avec les enfants. Donc, c'est parce que ça va participer de l'éducation. Alors, de manière globale, après plusieurs études, nous condensons. Il y a cet adage qui dit si vous voulez cacher quelque chose aux Camerounais, mettez cela par écrit dans un livre. De manière globale, est-ce que le syndicat des communes du NUN n'est pas un peu hors sujet? Vous valorisez le livre qui n'intéresse pas les Camerounais. J'avoue que c'est vous qui m'apprenez cet adage qui semble être commun au Cameroun. Si vous voulez cacher quelque chose aux Camerounais, mettez-les dans un livre. C'est pour dire que les Camerounais ne lisent pas. Je suis une Camerounaise, Monsieur Brown. J'étais, je pense, en 5e quand j'ai eu le prix dans mon lycée de la meilleure lectrice. J'avais lu un livre qui, quand on me demande aujourd'hui mon livre préféré, c'est Rémi sans famille. C'est l'histoire d'un orphelin qui a été élevé par un saltimbanque. Et donc, c'est des histoires comme ça. Je peux vous dire Les Misérables de Zola, par exemple. Je peux vous dire tous ces livres que j'ai lus qui sont tellement impressionnants. Je ne suis pas la seule. On s'est retrouvés ici pendant les 2 jours avec plusieurs amoureux, amateurs du livre, des auteurs, ceux qui sont là pour lire. Alors, je pense que c'est un peu... c'est bien sûr que on a parmi les pays où on lit le plus, le Cameroun ne se retrouve pas. On a parlé de la Finlande, la Norvège et je ne sais plus quel autre pays encore. En tout cas, le Cameroun ne se retrouve pas parmi les pays qui ne lisent pas. C'était l'Afghanistan, le Tchad et un autre pays encore, le Soudan, par exemple, dont le Cameroun ne se retrouve au moins. Et vous voyez que alors avec nous, en tout cas, on est là pour la promotion de la lecture. Avec votre permission, parce qu'effectivement, ce que vous dites n'est pas à prendre à la légère. Ce sont des études qui ont prouvé que les pays où on lit beaucoup et on applique sont la Finlande, la Norvège et l'Irlande, qui, sur le plan de l'indice de développement humain, sont les pays où il fait le plus bon vivre au monde. A contrario, vous avez les pays où on lit moins, qui sont le Tchad, le Soudan, l'Afghanistan, et qui sont donc les pays constamment en conflit et en guerre, d'où donc l'importance du livre, de la lecture et bien d'autres. Donc cette précision vaut le coup pour que nous puissions avancer, puisqu'on parle du livre. Retenez donc que les pays où on lit le plus au monde sont les pays où fait le plus bon vivre, et les pays où on lit le moins sont les pays où il y a le plus bon vivre, c'est vague. Il faut dire que ce sont les pays les plus développés. C'est clair. Le plus bon vivre, c'est le développement. Et le développement, c'est l'acceptation de la démocratie, la participation, la bonne gouvernance, le respect des libertés et des droits fondamentaux. Ce sont ces pays, le respect du genre. La Finlande, l'Irlande ou la Norvège, c'est des pays où c'est l'égalité du genre. On y va pour prendre des exemples.
et l'Afghanistan, le Soudan et le Tchad aussi. Vous pouvez voir un peu comment les droits de l'homme, la démocratie, comment elle est. Donc, le Cameroun n'est pas en reste puisque le pays, selon l'Union démocratique du Cameroun, ne se porte pas bien. Il faut donc peut-être lire, question de sortie des livres, le substrat nécessaire, pourquoi pas, pour le développement du Cameroun. Emine Patricia Tomaino Damjoya, nous allons... On ne part pas des communes. Hein. C'est pour ça qu'au niveau de localités, il faut promouvoir la lecture parce que c'est de là où le véritable développement va impacter le développement national. Merci beaucoup. Le développement donc participatif avec les collectivités territoriales décentralisées pour pouvoir donc porter la connaissance, pourquoi pas au niveau national. Nous allons fermer le livre dans un instant. Qu'est-ce que vous retenez de cette première édition? Est-ce que les lecteurs auront en 2026, un autre cadre d'échange, de concertation et pourquoi pas de résolution pour que le livre puisse être davantage valorisé dans les communes du Noun? Merci, je retiens une femme extraordinaire, Madame Djali. Elle est vraiment... Qui était votre invitée spéciale? Oui, je l'ai redécouverte une autre fois. On s'était rencontrés à Paris à l'occasion de la Journée internationale de la femme. On était invité par Madame Hidalgo, le maire de Paris. Et là, j'ai vraiment encore eu une autre dimension de la personne. Je n'étais pas la seule. Nous avons pris la résolution dans le cadre du syndicat des communes du Noun de renouveler cette expérience qui aura été vraiment des plus édifiantes, vu que les populations, les élèves étaient vraiment intéressés par le discours des auteurs et par tous les atouts derrière un livre. Nous avons également dit qu'il faut que chacune de nos communes puisse prendre la résolution d'avoir une bibliothèque municipale et de tout faire pour intéresser les jeunes à venir lire à la bibliothèque et d'être en contact avec les bonnes volontés pour doter des petites bibliothèques dans nos écoles et dans nos lycées. Donc, il y a beaucoup de travail. Et cette édition, qui était la première, était vraiment restée dans un cadre un peu restreint. Nous allons communiquer avec des institutions nationales et des institutions internationales du système des Nations Unies qui peuvent, j'en suis sûre, on n'a pas pu leur faire tenir les invitations pour participer à ce salon. On va leur envoyer néanmoins le rapport qui est concluant et ils seront nos invités pour les prochaines éditions parce que nous sommes sûrs que avec l'expérience que ces institutions ont, le salon se portera beaucoup mieux et on peut avoir des apports, des contributions des uns et des autres. Merci beaucoup. Le livre est donc fermé. Reste que le syndicat des communes du Noun, nous sommes venus à Foumban pour enregistrer cette émission. Nous en avons profité pour jeter un coup d'œil sur vos activités. C'est des championnats intercommunaux, c'est l'art culinaire, avec le Ndjapche et bien d'autres encore. Que nous avons apprécié au passage, c'est les percussions, les danses et bien d'autres encore. C'est le marathon. Le marathon, le sport. C'est la fête du café. Donc, nous vous donnerons la facture pour... Nous vous donnerons la facture pour la publicité. Merci beaucoup. Voilà. C'est le concours, c'est le carnaval de Foumban, comme je vous l'ai dit. À venir. Alors, à quoi... La sensibilisation. Quelle est la finalité de toutes ces activités que vous organisez avec vos collègues maires? En fait, M. Brandt, c'est la mission que nous avons accepté de porter vis-à-vis de nos populations. Quand le 1-21 novembre, nous descendons chacun des maires
dans chacune de nos gares routières. Nous rencontrons les transporteurs et nous leur demandons de faire attention à envoyer leur voiture faire des visites techniques, à ne pas surcharger, à respecter le nombre de passagers dans leur car. Et parce que nous sommes en fin d'année et parce qu'il y a une pratique de ce que les chauffeurs chargent la nuit, qu'ils fassent attention à ce que les chauffeurs soient en forme et que nous, on leur dit que nous avons la mission de la mobilité urbaine. On doit avoir normalement une copie du bordereau qu'ils sont en train de charger et nous, quand on leur donne une autorisation, on doit avoir certaines informations par rapport à ce que les chauffeurs ont, les permis de conduire, etc. C'est pour la sécurité, parce que nous avons le devoir de sécuriser les usagers qui se plaignent souvent de ceux qui sont harcelés quand ils veulent prendre le bus. Et que donc, quand nous allons, par exemple, dans le domaine économique, faire en sorte que les coopératives qui s'occupent des planteurs de café viennent pour écouter comment avoir une production sereine en qualité et en quantité, parce que à cette rencontre, il y aura les acteurs clés de la chaîne de valeur de café par rapport à la production, la transformation, la commercialisation du café. Eh bien, ce sont ces planteurs. Le Noun est un bassin historique, un bassin culturel de production et du café arabica et du café robusta. Donc, quand ils vont acquérir les connaissances par rapport aux meilleures pratiques, leur café va s'améliorer et c'est le café du Cameroun qui aura une réputation meilleure que celle d'aujourd'hui, à savoir que le café du Cameroun est sale, le café du Cameroun n'est pas de bonne qualité. Donc on est en train de tout faire pour relancer toute cette image-là, et c'est à partir de nos productions. Quand on a une rencontre sportive autour d'une somme, en même temps on promeut la plantation des arbres autour de ces fortifications qui datent de 400 ans, qui avaient permis aux populations de se protéger des envahisseurs Peuls. Alors, en même temps, c'est des stratégies que nos jeunes doivent connaître. C'est le respect de l'environnement, c'est la détection, parce que on fait des marathons. On aimerait que demain, on comprenne que les jeunes de nos communes, parce que ce sont les finalistes qui ont été sélectionnés dans nos communes, le fait de pouvoir concourir chaque année, on serait heureux qu'un jour ce soit parmi les marathoniens qui vont représenter le Cameroun de demain. Donc, finalité, c'est ça, M. Brown. C'est parce que nous sommes élus pour des missions sportives, économiques, environnementales, culturelles. Les populations ont besoin d'être rassurées de ce que nous nous occupons de leur destinée par rapport à tous ces domaines-là. Est-ce que vous avez l'impression que le message passe après toutes ces activités? On est avec nos populations, comme vous avez constaté. On n'est plus au niveau du message passe. Parce que le message est attendu, parce que les activités sont attendues, parce que c'est ça qui fait la cohésion, le ciment de la vie de tous les jours des populations. Des maires, des élus locaux sont là pour être chaque jour avec les populations dans la résolution des défis qui est les leurs. Et donc, le message n'est plus à ce niveau-là de est-ce que le message passe, parce qu'en fait, le message que nous portons est celui qu'ils ont accepté quand nous leur avions présenté notre projet de société au moment de notre élection. Donc, nous ne sommes là que pour participer à la réalisation d'un projet en accord commun, un projet commun avec eux, puisque nous avions déjà, si vous voulez, une espèce de contrat avec ces populations. Nous, on le fait, on sait qu'il y en a qui ne le font pas. Bien évidemment, j'en venais, il y a donc ces populations qui participent, mais on se rend quand même compte que dans votre département, il y a
les communes de Makba, de Koptamo ou de Bangouran, qui en réalité sont dirigées par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui ne participent pas à ces travaux. Vous, au niveau de votre syndicat, est-ce que vous tendez la main à vos autres collègues de votre département pour dire venez participons ensemble à l'épanouissement, au développement de notre département? Vous savez, les communes ne sont pas partisanes. Nous sommes les maires. À l'issue des élections, nous l'avons emporté. Et quand nous sommes à la mairie, c'est les Camerounais qui passent à travers qui habitent nos communes, qui sont les premiers citoyens. Donc, ça doit être clair. Maintenant, si vous voulez, en tant que président du syndicat des communes du Noun, j'ai déjà écrit aux maires de ces 3 communes pour les inviter à entrer dans le syndicat parce que nous avons une histoire commune, nous avons des populations qui sont liées par des destins qui partagent un environnement physique. Et on parle une même langue dans le Noun et le fait est que Foumban, qui est la capitale en même temps du syndicat, est comme la base principale de tous ceux qui sont autour des communes, parce que tous ceux qui sont autour ont des résidences principales à Foumban. Donc, on a cette particularité-là dans le Noun qui fait qu'au-delà des clivages politiques, quand nous organisons nos activités, je vous ai dit, ce sont les élus. Au niveau national, nous avons déjà les députés qui sont au-delà du Noun, les députés de la nation. Donc, ils participent, les conseillers régionaux. Nous représentons le département du Noun, dans lesquels se trouvent ces communes-là qui ne sont pas peut-être du parti au pouvoir dans le Noun, parce que c'est nous qui sommes au pouvoir dans le Noun. Alors, ils ne sont peut-être pas là, mais en tant que conseillers régionaux, nous sommes ceux-là qui les représentent. Nous avons des conseillers régionaux qui viennent de Magba, de Bangouran, de Koptam. Mais on a aussi, vous savez, il y a une porosité aujourd'hui qui fait que, au-delà des communes même, il y a des autorités, il y a les associations de la vie civile. Nous travaillons avec les associations Poakon, si vous voulez, et d'autres associations même qui représentent ces populations-là. Les autorités sont en même temps des autorités élues, mais il y a des autorités de la vie civile, des autorités économiques, des personnalités économiques qui transcendent ce clivage des barrières, si vous voulez, administratives ou de découpage administratif. Vous avez vu au marathon aujourd'hui, il y avait les représentants de Bangouran, il y avait les représentants de Magba. Koptam a remporté le championnat de football intercommunal aujourd'hui, alors que Koptam administrativement n'est pas dans le syndicat des communes du Noun. La finale des femmes était jouée par Foumban et je pense c'était Foumban Koptam également, et hommes c'était Koutaba Koptam. Les femmes de Foumban l'ont remporté sur Koptam. Et vous voyez que nous travaillons, donc les populations ne restent pas figées derrière les appartenances voilà. Les populations sont libres de participer et c'est l'idéal, je pense. Et chaque fois, de toute façon, chaque fois que nous avons un projet, notre projet est pensé pour le Noun, parce que comme je vous l'ai dit, c'est les mêmes populations. Et au-delà, on imagine déjà des espèces de coopération décentralisée avec des communes comme Tchang. Nous sommes allés 2 fois à Tchang parce que nous voulons entretenir le syndicat des communes a un partenaire qui est basé à Tchang, le festival Kona, si vous voulez. Et donc, quand on y va, on est reçu par le président
du syndicat des communes de la Ménois. Alors on peut imaginer que le syndicat des communes du Nord et le syndicat des communes de la Ménois vont entretenir des relations. Et de la même façon que le Cameroun tout seul ne va pas faire grand-chose tant que on n'a pas une Afrique au niveau central, une communauté au niveau de l'Afrique centrale où ces barrières étatiques sautent un peu et même au-delà, nous sommes une espèce de panafricanistes qui pensons que au-delà, quand on voit les efforts de l'Union européenne, son impact sur le développement de l'Europe et des pays, vous voyez aujourd'hui entre l'Amérique, l'Europe, la Russie, et que l'Afrique, on en attend des pays africains de se retrouver comme ces ensembles. Dernière question, vous êtes président de l'UDC, vous avez donc été candidate et je le rappelais à l'entame de cette émission, vous avez eu 1,56%, vous êtes sorti 5e. Vous l'avez dit il y a un instant, dans le NUN, l'UDC est au pouvoir, le RDPC est dans l'opposition, au niveau national c'est le contraire et beaucoup estiment que vous ne faites pas assez avec le pouvoir que vous avez dans le NUN pour prétendre présider aux destinées du Cameroun. Alors, est-ce que vous irez de nouveau à la présidentielle? Si oui, avec quels autres arguments pour convaincre davantage les D'abord, je vous l'ai dit, tantôt, l'UDC occupe le rang de 5e, on a 1, nous avons demandé l'annulation de ces résultats pour fraude, dysfonctionnement, mais les corruption. Sont là, Paul Biya a prêté ça. Donc, je vous le dis, tant que nous allons aux élections avec un code électoral désuet qui ne permet pas vraiment de départager les candidats, je ne sais pas, on ne pourra pas se reconnaître. L'UDC a, depuis un certain temps, décidé de ne jamais boycotter. Donc, si vous faites partie de ceux-là qui pensent que nous allons être découragés, nous vous disons, monsieur, le Cameroun appartient à tous les Camerounais et nous sommes là pour dire que ça ne va pas à tous les niveaux de la vie. Et je dois vous dire que à chaque fois, je me dis, si dans les 10 régions du Cameroun, on avait un parti politique comme l'Union démocratique du Cameroun, alors on aurait une masse critique dans tout le territoire. Et tout le territoire du Cameroun serait ce que vous avez vécu ces derniers jours ici, avec des populations qui adhèrent, des populations qui ont voté pour l'Union démocratique du Cameroun. On aurait voté dans toutes les 10 régions pour une formation politique, en tout cas. Ceux qui se sont accrochés au pouvoir ne seraient jamais au pouvoir. On aurait voté le code de la famille que les Camerounais attendent. On aurait vraiment pris les lois pour les solutions aux problèmes des Camerounais. Quand il y a vote du budget à l'Assemblée nationale, comme cela vient de se passer, eh bien, l'Assemblée nationale aurait joué son rôle. Et on n'aurait pas apporté un budget à moins d'une semaine de la fin pour bâcler et pour qu'on se rende compte que dans le fond, on n'a pas le temps vraiment de faire participer les Camerounais au budget qui les engage. Naya TV respecte l'Union démocratique du Cameroun, raison pour laquelle nous sommes venus vous trouver dans la cité des Arts à Foumban pour que vous puissiez nous accorder cette interview. Merci Hermine Patricia Tomaino Damjoya pour votre combat. On espère que les Camerounais vont davantage écouter votre message pour les échéances à venir. Merci de nous avoir reçus à la Maison de la Culture. Merci, c'est nous qui vous remercions et on espère que vous avez pu vraiment découvrir tous ces aspects de cette Maison de la Culture. Vous avez vu, il y a le numérique, il y a une salle pour le start-up, il y a une agence d'urbanisme de la commune de Foumban, parce que c'est autant de priorités que nous avons voulu mettre sur place. Et puis,
C'est une maison qui a été la contribution de l'Association internationale des maires francophones. On a une aire multisport aussi. Vous avez vu l'aire multisport. On peut désormais faire du tennis, du volley et je pense du basket. Et l'année prochaine, il y aura une piscine municipale. Vous avez vu la piscine municipale? Elle est vraiment en train d'être achevée et la prochaine fois, vous allez nager. Vous savez nager, Monsieur Brown? Dites-moi la vérité devant Madame Damjoya, c'est moi qui pose les questions. Non, merci. Mais je peux quand même innover. Je voudrais juste vous inviter à Nous serons heureux de découvrir cette piscine. À la natation que nous allons organiser pour que les enfants apprennent à nager. Est-ce que vous savez, un jour, quand je présentais le projet, il y a une jeune élève qui m'a dit « Madame le maire, si vous êtes affectée ailleurs, est-ce qu'il y aura toujours la piscine municipale ?» Ça m'a tellement émue qu'elle parle d'affectation et qu'elle soit tellement accrochée à l'idée de pouvoir venir nager, que le sort de Madame le maire ne l'intéresse pas, mais pour elle, c'est de se rassurer que si Madame le maire est affectée ailleurs, est-ce qu'il y aura toujours la piscine municipale? C'était vraiment très, très... j'ai trouvé ça très... pour une élève, c'est prenant, quoi. Nous serons heureux de vous recevoir la prochaine fois avec un maillot de bain, pourquoi pas. Merci beaucoup. En tout cas, je serai la première à plonger. Hein. C'est 3 mètres. Merci et bon courage pour ce que vous faites. Merci également à nos téléspectateurs. Fumban Lonoun qui a de belles choses à faire connaître du point de vue culturel, du point de vue de l'histoire du Cameroun et surtout du point de vue de la valorisation de l'être humain. Merci de nous avoir regardé pour cette autre édition de Sans Tabou avec Emine Patricia Tomaino Damjoya. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité sans tabou. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.